pata madaraka niwe yicaga kiza. Tout cela sont des pièges. C'est pour cela qu'il y en a même qui ne veulent pas conseiller le président de la République en disant non, il faut qu'il échoue pour que moi aussi j'ai de la place. Oubliant que si j'échoue, c'est le pays qui échoue. Vous entendrez qui diront non, on ne veut pas qu'il revienne en 2027. Moi je leur dis, est-ce que 2027 je serai là? Vous pensez que je suis immortel? Pour décider sur moi en 2027, il faut d'abord penser que je suis homme qui peut mourir aujourd'hui. Plutôt, il faut penser, s'il n'est pas là aujourd'hui, qui va le remplacer? Les gens disent, non, on ne veut pas de lui. Mais étudier, s'il mourait aujourd'hui même, comment allons-nous chercher l'autre qui va le remplacer? Mais on perd du temps en pensant qu'il ne soit pas là seulement. Comment aussi sauvegarder les acquis? Moi, je suis militaire. Quand vous affrontez un ennemi, quand vous occupez sa position, c'est-à-dire le reste en arrière, l'ennemi reste devant. Il faut conserver les acquis. Parce que, vous savez, quand vous gagnez un terrain où l'ennemi est occupé et que vous la perdez, pour revenir, vous allez payer plus de 5 fois. C'est pour cela que, si vous avez ceci, profitez et conservez cet acquis. Icyatwishe mu Burundi tushaka kwama muri perpetuel recommencement. C'est avec un honneur et un sens élevé de responsabilité que je prends cette parole à l'occasion de la présentation et de la dédicace de cet ouvrage intitulé Une nation en marche, 60 ans de pièges et de jouets d'Achimier et le nouveau chapitre du Burundi. Quand on m'a présenté ce document à tout Seigneur, tout honneur, on a commencé par moi. Et quand j'ai vu le nom mentionné Évariste, j'ai dit, qui peut se permettre d'écrire sur moi sans me consulter? Mais quand j'ai feuilleté les pages, j'ai trouvé qu'on ne parlait pas de moi. Là, je me suis senti apaisé. Donc j'ai trouvé que la publication de cet ouvrage constitue un moment important de réflexion nationale. Et c'est ce que j'ai de se faire. Surtout que moi je suis content que ça soit présenté devant les intellectuels assidus parce que je pense qu'avec cet ouvrage, j'aurai un appui dans mes fonctions. Parce que j'ai trouvé que beaucoup d'intellectuels burundais ne savent pas lire. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas lire, ils n'ont pas la volonté de lire. Donc ils ne peuvent pas connaître l'expérience des autres, ils ne peuvent pas connaître ce que les autres pensent. Donc aujourd'hui, c'est une grande occasion pour nous conseiller entre nous. Niba ntunganya à parler de moi, iyo hageze ko tuvuga ibibazo by'igihugu cy'u Burundi, je pense que moi, je suis parmi ceux qui ont suivi avec intérêt l'évolution de la situation au Burundi. D'abord, un citoyen qui a été frustré aussi par ce qu'on a vécu dans notre histoire. C'est pour cela que j'ai participé aussi dans la lutte armée pour pouvoir changer cette nation. Jewe narazungurutse igihugu cyose n'amaguru ndakibona, ndumviriza abato n'abakuze. Ni ukuvuga yuko ibikenewe ku benegihugu n'ibyo mbona. Hanyuma ncangira Imana njamwo mu batanguza intambwe ya mbere yo guhindura Burundi. Puisque moi j'étais parmi les négociateurs qui ont négocié la paix au Burundi. J'étais le chef de la délégation
du CNDD-FDD pendant les négociations. J'étais aussi président du comité de suivi de la mise en œuvre des accords. J'ai suivi tout le processus depuis le début jusqu'à la stabilisation de la société burundaise. Et dans cette évolution aussi, j'ai occupé depuis la petite fonction jusqu'à la grande fonction, puisque avant, j'ai été dans l'armée, chef d'état-major logistique. La logistique dans l'armée, c'est le cœur même de l'armée. Et vous savez, dans un pays où il n'y a pas d'armée, où il n'y a pas de police, ce pays n'a pas de pouvoir. Le pouvoir signifie la force. Et la force, c'est la force de l'armée et de la police. Je me réjouis que, quand on était dans le processus, les politiciens ne comprenaient pas. Ce sont les militaires, les combattants qui comprenaient la réconciliation, qui comprenaient le processus de rétablissement de la société. Et les politiciens ne pouvaient en faire autrement. Ils devaient suivre parce que avec 26 projets de loi sur les réformes administratives. Quand j'ai entamé la question de décentralisation, je me souviens que les ministres ne comprenaient pas. Parce qu'ils savaient le centralisme absolu que nous avons vécu dans l'histoire. Mon projet a été rejeté plus de 3 fois. Il a fallu que je fasse quelque chose comme un document explicatif qui explique au chef de l'État l'objectif. Parce que pour arriver au développement réel de notre pays, le développement doit commencer par les petites communautés, dans les familles. Alors, c'est quand les citoyens travaillent, qu'ils produisent, c'est là où les pouvoirs de l'État vont avoir des moyens, parce que les moyens de fonctionnement de l'État viennent du travail des citoyens. Les impôts et taxes. Or, quand vous avez les impôts et taxes, c'est là où vous pouvez construire des routes, des hôpitaux, des écoles, payer les fonctionnaires. Si les citoyens ne produisent pas, vous êtes condamnés à la pauvreté. Si le secteur privé ne travaille pas, on n'aura pas de policiers, on n'aura pas de militaires, on n'aura pas de juges, on n'aura pas d'enseignants, on n'aura pas de médecins. Alors, quel sera l'avenir de ce pays? Le premier piège, c'est cela. Comment nous avons vécu dans un pays où les citoyens ne produisent pas. Aujourd'hui, je me combats avec des entreprises privées, les opérateurs économiques, qui se lamentent comme quoi on veut leur payer des taxes, de leurs impôts. Si vous ne payez pas les impôts, si les voleurs viennent vous attaquer, qui sera à votre secours? Parce que si les policiers ne sont pas payés, qui va vous secourir? Mais vous pensez qu'il y a une autre source qui alimente le trésor de l'État? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, heureusement que je suis passé par plusieurs services. Après le ministère, je suis devenu chef de cabinet militaire du président de la République. C'est là où j'ai appris comment fonctionne le commandement suprême. Je suis descendu dans les services publics, j'ai été directeur général de la SOGEA. Et j'ai su comment les sociétés para-étatiques fonctionnent. C'est là où j'ai découvert que ces sociétés para-étatiques ne contribuent pas au développement du pays. Parce que quand j'ai demandé à une entreprise publique le rôle qu'il joue dans le développement, le DG m'a répondu, nous payons les impôts. J'ai dit, et l'actionnaire, qu'est-ce qu'il reçoit? Puisque l'actionnaire, c'est l'État. Est-ce qu'il reçoit des dividendes? Jusqu'à maintenant, vous verrez que les sociétés para-étatiques sont devenues comme des propriétés privées des DG. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Imaginez-vous, à la fin de l'année budgétaire, vous avez un déficit de quelques
centaines de milliers, de milliards. Et vous vous retrouvez dans les institutions publiques, les trésors sont pleins. Et on vous dit l'État va s'endetter pour payer, le reste à payer. Alors que si vous allez dans ces institutions étatiques, il y a des fonds. Et quand vous dites que c'est du trésor, il va résister. Changement de mentalité commence par là. J'ai vu cela quand j'étais le directeur général de la SOGEA, où quand les actionnaires partagent les dividendes, ce qui appartenait à l'État n'est jamais parvenu au trésor public parce que celui qui représentait l'État a considéré comme si c'est son bénéfice. C'était le Burundi. C'est là où j'ai découvert cela. Alors j'ai dit, il fallait qu'on reste avec pour au moins investir, puisque ça a été consommé ailleurs. C'est-à-dire les autres vivaient au départ. J'ai été chef de cabinet civil et j'ai vu comment le pays tourne au niveau politique, économique et social. Quand je suis chef de cabinet civil et du président de la République, je reçois tous les dossiers. J'ai été ministre de la Sécurité publique, j'ai vu. Alors, quand vers la fin, c'est là où j'ai été secrétaire général aussi du parti au pouvoir. Là où j'ai appris quel est le rôle du parti au pouvoir dans le développement du pays. Le parti au pouvoir, c'est la source de toutes les politiques de la nation. C'est là où prennent les sources parce que le parti est appuyé sur les membres, la base. Le parti au pouvoir présente ce que veulent les citoyens membres, mais aussi l'opposition. Je me souviens quand j'ai entamé les réformes administratives en diminuant les provinces et les communes, il y a l'opposant honorable Agathon Rwasa qui a dit que j'ai volé son programme. Plutôt, il allait se réjouir parce que son programme, même s'il est de l'opposition, son programme a été mis dans le programme du gouvernement. C'est-à-dire, lui aussi, il a sa part. Mais, j'ai écouté, il s'est lamenté, il a dit, c'est ma politique, c'est mon programme, on me vole mon programme. Vers où? Je me suis souvenu aussi, quand on était dans la lutte armée, il y en a qui disaient, Tugomba fatigué, prendre le pays, l'amener où? Parce qu'effectivement, il y a un piège là-dedans. Il y a un piège. Prendre le pays. Pour l'amener où? Vous mangez les aliments de ce pays. Vous buvez l'eau de ce pays. Vous dormez dans ce pays. Et vous dites que vous voulez prendre le pays. Vous pouvez le mettre sur la tête. C'est ça qui nous piège. Parce qu'on dit, si vous êtes président de la République, vous avez pris le pays. Nimepata madaraka. Niwe yichagakiza. Tout cela sont des pièges. C'est pour cela qu'il y en a même qui ne veulent pas conseiller le président de la République en disant non, il faut qu'il échoue pour que moi aussi, j'ai de la place. Oubliant que si j'échoue, c'est le pays qui échoue. Vous entendrez qui diront non, on ne veut pas qu'il revienne en 2027. Moi je vais dire, est-ce que 2027 je serai là? Vous pensez que je suis immortel? Pour décider sur moi en 2027, il faut d'abord penser que je suis homme qui peut mourir aujourd'hui. Plutôt, il faut penser, s'il n'est pas là aujourd'hui, qui va le remplacer? Les gens disent, non, on ne veut pas de lui. Mais étudier, s'il mourait aujourd'hui même, comment allons-nous chercher l'autre qui va le remplacer? Mais on perd du temps en pensant qu'il ne soit pas là seulement. C'est cela qui freine notre développement. On n'a pas le temps. L'autre dit, est-ce que moi, je n'ai pas cette possibilité d'accéder là où il est? Il faut penser d'abord sur ce que tu peux utiliser ce poste. Cet ouvrage m'a beaucoup intéressé parce que il parle beaucoup de changement de mentalité, des pièges, des réformes à faire. Moi, je vous dis, je suis convaincu que le Burundi peut être un pays développé
en moins de temps si nous changeons la mentalité. Parce que tout y est. Je prends témoin, professeur Leonidas. Lui, il est ressortissant d'une commune qui était la commune la plus pauvre du Burundi, Mukike. Quand je l'ai conseillé, j'étais encore secrétaire général du parti. Comme je vous le dis, quand vous êtes secrétaire général du parti au pouvoir, c'est vous qui voyez les besoins des citoyens et puis vous donnez des conseils au président de la République pour qu'il y ait planification, c'est comment chercher la solution de ces citoyens. Je suis allé dans la commune de Mukike, j'ai vu comment les citoyens mouraient de faim. J'ai donné des conseils en disant, aussi longtemps que vous ne voulez pas transformer nos ressources naturelles, vous resterez toujours pauvres. J'ai donné des conseils. Heureusement, le professeur Leonidas était le premier à comprendre cela. Vous êtes encore président de l'association des natifs, je crois. Aujourd'hui, si vous allez dans cette commune, c'est la première commune rurale où les citoyens ont un bien-être réel. Pas de mensonge. J'y vais souvent parce que là, j'ai cette expérience. Alors, c'est depuis les conseils, je les ai prodigués en 2018. 2020. Lui-même, le professeur Leonidas, il m'a dit, nous allons vous montrer là où vous allez ériger votre, vous avez dit, mémorial. Ils ont dit, même nous avons préparé, nous allons mettre votre mémorial parce que c'est vous qui avez relevé cette commune. C'est un témoignage. Alors, si, dans moins de 3 ans, la commune qui était la plus pauvre est devenue la commune la plus riche, les citoyens achètent maintenant des villas ici en ville, alors qu'ils n'avaient rien, absolument rien. Alors, imaginez-vous si on se lève ensemble, comme c'est dans la commune de Mukike, en moins de 5 ans, le Burundi serait un pays émergent, si nous acceptons de changer aujourd'hui. C'est un exemple que je donne. Paillage aussi est un exemple. Il y a un ami qui m'a rapporté après, quand le Paillage a présenté les réalisations, ils m'ont dit, vous n'avez peur de rien, vous attaquez tout ce que vous voyez. Les jeunes, en 2020, presque toute la jeunesse burundaise avait une plainte. Partout où je passais, la chanson c'était chômage, 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 partout. Alors, je dis, comment allons-nous résoudre ce problème? Parce que tout le monde savait que pour gagner la vie, il faut avoir un emploi à l'État. Alors, je dis, est-ce que j'aurai du travail pour toute cette jeunesse? Je dis non. Je connais les stratégies. Parce que quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai exercé ce qu'on appelle l'approche participative. Alors, j'ai dit, ok, je comprends, mais partageons ce problème et cherchons ensemble la solution. Et j'ai organisé la retraite des jeunes diplômés de haut niveau, souvenez-vous. Alors l'autre qui a témoigné m'a dit, vous osez. Moi je pensais que ces jeunes allaient vous lasser des pierres, parce qu'ils étaient frustrés. Mais j'ai osé les appeler. On a pris ces 2 ou 3 jours ensemble. Et on a tracé la voie de sortie. Et voilà, aujourd'hui la jeunesse burundaise est fière. Ça vient de là. Si on accepte de partager la situation, de voir la même chose, la même vision, le développement est facile. Le Paillage aujourd'hui, c'est un exemple. Donc, cet ouvrage nous offre une lecture approfondie de notre trajectoire historique, surtout qu'il pose avec lucidité et objectivité les questions essentielles de l'avenir. Et ces questions sont comment tirer des leçons de notre passé pour construire un Burundi plus fort, plus uni, plus réconcilié et résolument tourné vers le progrès. Comment tirer des leçons de notre passé pour arriver à cela? Comment aussi sauvegarder
les acquis. Moi, je suis militaire. Quand vous affrontez un ennemi, quand vous occupez sa position, c'est-à-dire le reste en arrière, l'ennemi reste devant. Il faut conserver les acquis. Parce que, vous savez, quand vous gagnez un terrain où l'ennemi est occupé et que vous la perdez, pour revenir, vous allez payer plus de 5 fois. C'est pour cela que si vous avez ceci, profitez et conservez cet acquis. Icyatwishe mu Burundi tushaka kwama muri perpétuel recommencement. C'est cela la raison de la vision. C'est cela d'ailleurs dans les débats politiques, quand on discutait sur le plan national de développement, sur la Constitution, on a trouvé que 5 ans sont traduits en 3 ans. En 3 ans, tu peux faire quoi? C'est-à-dire, la première année, vous savez, pendant les élections, le peuple est en débandade. Après les élections, c'est d'abord ramener l'unité de ce peuple pendant une année. Vous commencez le développement, le programme, 2e année, 3e, 4e année. 4e année, vous commencez la campagne. Vous vous divisez encore. Vous avez seulement au plus 3 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant 3 ans? C'est pour cela que les politiciens ont décidé au moins en disant il faut au moins avoir 5 ans. Cette année de réconciliation, d'unité, et la dernière année aussi, de vous préparer pour l'autre terme. C'est-à-dire que vous avez au moins 5 ans. Aujourd'hui, je peux montrer ce que j'ai fait depuis 2020 jusqu'à ce jour. Les réalisations sont là. Mais je sais que si le mandat avait terminé l'année passée, je n'aurais pas quoi montrer. Même le stade dont la construction a été la participation de tous les citoyens, vous voyez qu'on va l'inaugurer à la fin de ce mois. On n'a pas encore terminé à reconstruire, alors que c'était la participation de tout le monde. Donc, le problème majeur, c'est ce perpétuel recommencement. Alors la solution n'est autre que faire une vision commune. Comme ça, si vous terminez votre mandat, l'autre va continuer la route. Mais si vous n'avez pas où aller, l'autre va recommencer et on restera dans la perpétuel recommencement et on n'aura pas de développement. Il est vrai, on dit que c'est ma vision. Ce n'est pas ma vision, c'est la vision des Burundi. C'est la vision des Burundais. Oui, il y a toujours le promoteur, c'est ce que j'ai dit au président Nibanonganya. Mon fils a un kanyamnyoma. Mais je sais que, mais au début on disait la vision du chef de l'État, la vision du chef, mais c'est la vision du Burundi. On disait même dans la Bible, il est vrai que c'est Moïse qui a reçu la vision. Dieu n'a pas réuni tout le peuple israélien pour leur dire, voilà, je vais vous ôter des mains de Pharaon, je vais vous mettre dans le pays du lait et de miel. Non, il a dit à Moïse, c'est lui qui connaissait ce pays. Dieu l'a décrit. À lui, il a dit, ok, je vous amène dans un pays promis. Et c'était promis, il y avait 400 ans, plus de 400. Mais nous, on veut être développés en un jour. Ce qu'on a détruit pendant... Moi, je ne parle pas de 60 ans de pièges. C'est depuis 1903. Parce que le royaume du Burundi était un royaume organisé. Il n'y avait pas ce vocable de Hutu-Tutsi. C'est pour cela que le Burundi, je le confirme, le Burundi, c'est comme une famille, un tribu, qui est constituée de familles, de lignées. Mais on est parvenu à nous diviser. Donc, les pièges débutent 1903. La raison majeure, je donne un seul exemple. Depuis, avant, on fabriquait des roues, des serpettes, des laces, des flèches, des forgerons, forgés. Depuis 2003. Est-ce qu'un Burundi a fabriqué une roue? Jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, le premier piège a été d'abord de détruire la structure économique, socio-économique du pays.
Moi, je dis, si c'était moi aussi, je ferais la même chose. Les Burundais ont résisté pendant 7 ans contre la colonisation allemande, en utilisant des lasses et des flèches. Si c'était vous, vous commencerez par où si vous gagnez? Interdire la fabrication des armes. C'était ça, d'abord. Il fallait interdire la fabrication des armes. Il faut anéantir les forgerons. Il faut anéantir cet esprit de fabrication des armes. Si j'étais allemand, moi aussi, je ferais la même chose. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut jeter le tort à son colon après 60 ans? C'est parce qu'on est resté piégé. On est resté piégé. Aujourd'hui, je me réjouis que nous avons entamé une école. Ce que l'honorable Olivier Sougou a dit, moi je suis tout à fait d'accord, parce qu'on marche, mais on est toujours à l'école. Oui, il est vrai, on a dépassé l'étape on a dépassé. Maintenant, quand même, on marche debout. Mais on est à l'école pour enlever ces pièges qui sont tendus devant nous. Le premier piège qui est primordial, si nous parvenons à briser ce piège, ça sera fini. Le premier piège, c'est le terme État. Le terme État. Qu'on veut interpréter en Kirundi alors que ce n'est pas Kirundi. Avant la colonisation, on ne connaissait pas le mot État. Comment s'appelait alors le Burundi? C'était quoi? Aujourd'hui, on dit abagize l'État bakoranye. 13 ministres se sont réunis, des membres de l'État. Seulement 13. Et le chef, le président de la République. Donc, le piège, c'est qu'on a mis ce terme en imposant la dictature. Et vous savez que pendant la dictature, on dit l'État c'est moi. L'État c'est moi. On a passé plus de 60 ans dans cette situation où l'État c'est moi. Zadamaki Zadamasoro, ne mangez pas la viande, ne mangez pas le beurre, ne mangez pas les œufs. C'est destiné aux dirigeants. La chose publique est devenue chose privée. Je suis l'État. Jusqu'à aujourd'hui, on dit abagize l'État. Même les fonctionnaires disent abagize l'État. Je donne toujours l'exemple quand j'ai réuni les syndicalistes. Les syndicalistes, c'est toujours le premier, mais vous entendrez, les revendications, c'est dialogue entre l'employeur et l'employé. Moi, je dis, je suis tout à fait d'accord. OK. Pour les fonctionnaires de l'État, mettez-vous à côté. Les fonctionnaires, non, les employeurs des services privés, et ils ont leur patron. Alors, j'ai dit aux fonctionnaires de l'État, cherchons ensemble notre employeur pour dialoguer. Ils m'ont regardé dans les yeux. Moi, j'ai dit, moi aussi, je suis fonctionnaire de l'État. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Mais, à cause de ce piège, je suis l'État. À cause de ce piège, je suis l'État. Ils grèvent contre moi. Les enseignants vont gréver contre l'État, c'est-à-dire contre le président de la République. Alors, si vous vous absentez au travail, où est-ce que vous allez trouver de salaire? Parce qu'on ne sait pas. Il y a une entreprise qui s'appelle l'État, dont le DG est le président de la République. Donnez-nous, donnez-nous. Alors, aux finances, donnez-nous. Mais ils ne savent pas où le ministre des Finances trouve vos salaires. À cause de ce piège, l'État. L'État est là. L'État est là. Si nous parvenons à briser ce vocable, l'État, immédiatement, on avance. Le problème, c'est ça. Ceci pourquoi le colon, il faut qu'ils acceptent qu'on le dise. Lui, il n'avait pas l'intention de bien faire dans nos pays. Le Burundi, c'était un État bien organisé, avec le roi, l'armée, tous les organes de l'État étaient là jusqu'à la base. Alors, comment venir civiliser celui qui est déjà civilisé? S'ils avaient de bonnes intentions, ils allaient dire, OK, on va coopérer, on va travailler ensemble. Mais ils ont voulu détruire tout
et prendre tout ce qui est chose publique et aller dans leurs mains. L'État, c'est moi alors. Alors qu'une société bien faite, c'est fondée sur un triangle bas en bas, le peuple est le fondement de tous les pouvoirs publics de l'État. C'est le triangle comme ça. Le président de la République, il est citoyen que le peuple choisit pour être au-dessus, pour les diriger, pas pour marcher sur eux. Si je vous dis, le peuple et les citoyens ne sont pas des moutons. Il disait au Mungere. Quand je parle de Mungere, toujours je dis, il est berger, mais vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des suiveurs. Les citoyens ne sont pas des suiveurs. Vous êtes guides. Vous leur montrez où nous allons, où la société va. Ce sont eux qui travaillent. Les moutons attendent que vous les amenez dans un pâturage. Les moutons attendent toujours. Et vous verrez que même les citoyens, les intellectuels surtout, ils passent, eux, ils sont là, donnez-moi du travail. Le salaire est bas. Vous attendez qu'on vous amène quelque part en service. C'est-à-dire que vous êtes devenus des moutons. Vous attendez seulement. Je n'ai pas à manger. Nous sommes pauvres. Voilà cette pauvreté. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour quitter cette pauvreté? Vous attendez quelqu'un. Ok, je vais vous montrer où il y a un pâturage. Vous allez brouter. Et puis après, je vais vous faire rentrer. C'est-à-dire arriver à la retraite. Qui est content quand l'âge de la retraite arrive? Vous ne verrez personne content. Parce qu'il ne sait pas où aller. Vous ne voulez pas terminer le mandat. Parce que vous dites, je suis déjà membre de l'État, je ne peux pas redescendre. Alors je ne vais pas quitter, on ne peut pas être en dessous de ce que l'on a été. Si vous avez été DG, vous restez DG. Ah, il y a une fonction qui s'appelle directeur général DG. Même mon chef de protocole aujourd'hui, vous allez voir dans les cités, on l'appelle DG, DG, comment ça va? Alors qu'il n'est plus DG. Honorable député. Alors que vous avez terminé le mandat il y a longtemps, vous restez honorable député. Vous n'êtes plus représentant du peuple. Parce que vous ne voulez pas retourner au sein des citoyens. C'est ça le problème. Le piège, si on parvient à briser ce piège, ça sera fini. On ne peut pas être en dessous de ce que l'on a été. Je dois rester là. Où est-ce que je vais? Alors que normalement, quand on fait confiance en vous pour être au-dessus, il faut être fier et assumer. Mais vous dites, j'ai la chasse maintenant d'aller manger. Cet état est devenu mangement. C'est mon tour. C'est mon tour. Les politiciens, derrière le jargon, ils disent Dunatu. Dohenatu et Turiki. C'est-à-dire, il y a une viande qui est accrochée là-bas. Tout le monde voit là-bas. Ça vient d'Aho. Ça vient d'Aho. C'est-à-dire, tout ce qui est bon vient de là-bas. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'êtes pas bien. Parce que les autres mangent sans travail. Et j'ai donné l'image de ce chien où on a attaché un bateau où est accroché une viande, un morceau de viande. Mais le bateau est attaché au chien sur le dos. La viande se trouve ici. Le chien veut la manger. Mais quand il avance pour la manger, la viande aussi avance. Parce qu'ils sont ensemble. Et le chien est comme ça. Est-ce que ce chien peut avoir l'initiative d'aller chasser? La viande est accrochée ici. La viande est accrochée. S'il avance, la viande aussi avance. Est-ce que le chien aura l'idée d'initiative pour aller chasser? Jamais. On a accroché cela qu'on appelle l'État à Richard qui est riche. Il ne va chez le tiers qui ne tarit pas. Celui qui accède là-bas, il s'assoit, il ne veut pas quitter les autres parce qu'il est en train de manger. Effectivement, parce qu'il dit, l'État c'est moi, la chose publique lui appartient, il donne à qui il veut et il refuse à qui il veut. Alors tout le monde voudra y aller par force, de gré ou de force. Et les politiciens se combattront toujours parce que si tu arrives là-bas, les autres qui sont en bas veulent aussi aller là-bas
Et vous ne voulez pas qu'ils aillent là-bas, c'est le combat qui commence, c'est l'instabilité, le pays ne se développera jamais. Jamais. Ce livre m'a donné beaucoup d'idées sur ce que je voyais avant. Donc, chers amis, surtout vous les intellectuels, vous pensez, ce combat n'est pas dans le monde des paysans. Ce combat se trouve dans le monde des intellectuels. Alors, comment allez-vous changer de mentalité tant que vous ne savez pas que la viande qui est accrochée là est un piège pour vous éviter à faire des initiatives de développement? Si vous regardez comme ça, vous ne saurez pas qu'il y a une richesse qui se cache, une ressource naturelle que le bon Dieu a placée ici. C'est pour cela qu'on n'a jamais vu que nous avons une richesse énorme de ressources naturelles. Parce que toujours, vous voyez là-bas. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une situation où je n'avais pas de tuteur. Moi, j'ai grandi comme ça. J'ai gagné ma propre vie. C'est moi qui me cherchais le minerval. Pendant les vacances, je travaillais. Donc, je sais, si vous êtes commandeur, jamais, jamais, vous ne serez jamais riche. Mais, vous l'avez mentionné, il y a eu abus d'une bonne culture burundaise de solidarité. Maintenant, un jeune sarié prépare son mariage et il sait que s'il vous invite, vous allez donner. Est-ce que c'est vous qui allez vivre sa famille? Vous allez voir, il fait une très bonne carte d'invitation. Coûte cher, mais il n'a rien. Ah, cette carte, c'est pour montrer que je suis bien. Donc, il faut contribuer parce qu'il voit que si vous êtes commandeur, jamais, jamais, les pays africains veulent vivre de l'aide. Alors, où ils ont trouvé cela? Ces pays développés. Moi, je l'ai dit, en tout cas, ces pays développés n'ont rien réussi que nous n'avons pas réussi. Nous avons tout. Mais le problème, nous ne voulons pas travailler. Or, nous sommes créés pour ça. Quand je le dis, déjà parce que, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je le dis, il faut connaître d'abord ce pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour faire quoi? Pourquoi vous n'êtes pas mouton? Pourquoi vous n'êtes pas vache? Vous êtes un être pensant. C'est parce que Dieu voulait que vous continuiez la création. Est-ce qu'on a cette volonté de continuer la création? Les pays riches sont des pays où les citoyens ont eu conscience pour continuer la création. Alors, chez nous aussi, ne passez pas à manger sans avoir travaillé. Si vous ne voulez pas travailler, ne mangez pas non plus. Il faut travailler. Mais beaucoup de fonctionnaires, ils disent, je vais au travail. Si vous lui posez la question, vous allez faire quoi? Non, je vais au travail. Vous allez faire quoi? Au travail. Et vous passez des heures et des heures assis là-bas, sans rien faire. Et vous attendez le salaire. Où est-ce que ce salaire va venir? Donc, comme nous voulons, nous sommes debout, on a commencé la marche, le pays est en marche, on s'est réveillé. Ce qui reste, c'est maintenant la discipline et la vitesse. Parce que la discipline appelle toujours, la vision appelle toujours la discipline, la consistance. Vous travaillez aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce que j'ai réalisé? Vu, conserver les acquis, avance. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Vu. Mais quand j'ai initié la réforme budgétaire, je suis devenu ennemi des fonctionnaires. Quand je parle de budget programme, il faut d'abord avoir un programme et demander le budget. Et vous allez réaliser cela. Vous n'allez pas faire la même chose l'année prochaine parce que c'est vu, il faut faire autre chose. Mais vous voyez la résistance qu'il y a. La corruption, c'est comme devenu comme culture. Parce qu'il y en a qui disent, c'est nous manger, même les autres ont mangé. Si les autres étaient fautifs, il faut continuer dans cette logique-là. On parle de continuité de l'État. Si les autres ont tué des citoyens, il faut que le président de la République continue à tuer les citoyens. Continuité. Il y a quelque chose qu'on dit. Ce n'est pas continuité de l'État dans le mal.
c'est la continuité dans la voie du développement. J'ai fait les réformes minières, code des fonciers. Maintenant, il y a une résistance. Il y a une résistance. Et il y a un investisseur étranger qui m'a dit, est-ce que chaque fois qu'il y a un nouveau régime, vous allez changer de loi? J'ai dit, la loi est toujours dynamique. Seulement, il y a des dispositions qui vous font quitter de l'ancien système au nouveau système. Donc, vous n'allez pas perdre, mais vous devez vous adapter à la loi. Avant-hier, on me disait qu'il y a une société qui a porté plainte contre l'État du Burundi. J'ai vu effectivement la lettre, mais je me suis moqué d'eux. Imaginez-vous une société mixte qui va porter plainte contre son actionnaire. Imaginez-vous, parce qu'il y a toujours des pièges. Moi, j'ai dit, est-ce que celui qui a porté plainte, il a consulté les actionnaires au moins? Parce que l'État est aussi actionnaire. Est-ce qu'il a consulté l'actionnaire? J'ai dit, la loi est bien précise. L'article 258 disait qu'on donne 90 jours aux anciens contractants pour venir renégocier le contrat minier conformément au nouveau code. Au lieu de venir, ils ont fui. Et aujourd'hui, ils disent, moi je vais porter plainte. Ok. Si c'est l'autre partie qui porte plainte, c'est porter plainte, ce sont des actionnaires qui ont un problème. Et la société mixte. C'est comme ça qu'il y a des sociétés mixtes qui étaient là pour voler l'État. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'est l'État. Pour trancher le problème qui était à l'hôpital Kira Hospital. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai dit, OK, Kira Hospital, c'est une société mixte. Kira Hospital, va là-bas. Les actionnaires, vous allez là-bas. Kira Hospital, vous nous dites chacun ce qu'il a apporté comme action. Et quand les actionnaires se sont mis là, c'est là où on a manqué un seul actionnaire, Swissmed. Il était où? C'était supposé que Kira Hospital était devenu Swissmed. C'est-à-dire l'actionnaire devait... Non, la société mixte devient actionnaire. Comment ça se fait? Parce qu'ils ont vu que les fonctionnaires n'ont pas le temps d'analyser. Au port, Global Port, ça a été la même chose. Pour trancher, j'ai dit, Global Port, va là-bas. Les actionnaires, allez là-bas. Global Port, dites-nous, qu'est-ce que chaque actionnaire a apporté? Si nous ne comprenons pas ce vocable, l'État c'est quoi? Toujours on aura des problèmes. On aura des problèmes. Et la société African Mining, on l'a vendu à un privé et on a amené le dossier au Conseil des ministres pour avaliser la vente. Alors que l'État est actionnaire là-dedans. J'ai dit, imaginez-vous un ministre qui prépare un dossier ou une société mixte où l'État a des actions, on va, cette société, c'est le ministre en charge qui amène le dossier au Conseil des ministres pour avaliser. Est-ce que celui-là peut développer le pays? Parce qu'il n'a pas le temps. Je pense qu'avec ce piège seulement, on peut écrire beaucoup de livres. Avec ce piège. C'est ça le nez de problème. Moi, je n'y vais pas dans d'autres pièges dont vous avez énoncé. Moi, j'ai dit, j'ai la chance que maintenant les intellectuels se réunissent. Peut-être, ils vont se ressaisir et commencer à marcher. Sinon, les citoyens, les simples citoyens là-bas, ils sont en marche, ils sont loin. Vous avez vu maintenant qu'il y a de belles maisons à l'intérieur, de villas. Mais un fonctionnaire qui vient de passer 50 ans à la fonction publique, qui ne peut pas se construire une maison, il y loue toujours, alors que le paysan qui a commencé à zéro, il a un villa à l'intérieur là-bas. Les autres sont en marche. Le problème que nous avons, c'est les intellectuels, des soi-disant leaders, dont je fais partie. Moi aussi, je fais partie de ces leaders. Mais moi, j'ai terminé cette école. Je ne peux pas être piégé. J'ai terminé cette école. C'est pour cela que je prends beaucoup de temps pour enseigner les autres. Changer
Changez vous-même. Le Burundi changera. Mais si les responsables des services publics ne changent pas, soyez rassurés, 2040 n'aura pas lieu si on ne change pas. Quand vous parlez du système éducatif, il y a les gens qui m'écrivent des messages en disant l'éducation est à la base du développement. Je dis, j'ai beaucoup d'éduqués, j'ai des docteurs, mais pourquoi on ne se développe pas? Imaginez-vous avoir des docteurs qui ne peuvent rien faire. La réforme éducative, depuis Gaspard, 2020, le ministre de l'Éducation, Gaspard, demandez-lui, le vice-président est témoin. La première instruction que j'ai donnée, c'était d'abord faire la réforme éducative. Comment? J'ai dit, d'abord, nous savons où nous allons. Quelle tête nous voulons? Alors, première année. En deuxième année, quelle tête nous voulons en deuxième année primaire? C'est cela qui va vous permettre de planifier les cours qu'il va apprendre en première année. Quelle tête nous voulons en troisième année? Quelle tête nous voulons ici? Il y en a qui ont critiqué même l'école fondamentale. Moi, j'ai dit, c'était quelqu'un qui m'a dit, non, vous venez de bouffer l'école. Je lui ai dit, quand nous étions à l'école primaire, on pouvait refaire 8 fois, étudier 6e année 8 fois. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Alors, est-ce qu'on va jeter tous ces enfants à 11 ans? On laisse un enfant partir à la maison. Il deviendra paysan. Il faut au moins chercher comment il va au moins quitter l'école ayant un esprit de discernement. C'est là où il m'a compris. Sinon, et c'était un intellectuel. Tu lui dis, si vous laissez un enfant de 11 ans aller devenir paysan, le reste de Val-Louis, c'est se marier. Alors, il va se marier à 16 ans. Est-ce qu'il y a un développement là-dedans? J'ai demandé au ministre, quand j'ai commencé mes fonctions, c'était la première chose, réforme éducative. Demandez à Gaspard, même le ministre d'aujourd'hui, c'est la première instruction que j'ai donnée, mais on ne fait pas. Pourquoi? Posez cette question, pourquoi? Professeur Leonidas, posez-vous cette question dans la commission là. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'il y a résistance. On veut rester toujours dans les vices du passé. Non, nous devons corriger. Parce que, bon, voilà, le piège, le second piège, c'est le néocolonialisme. Vous allez voir, je vais manger comme le blanc, je vais m'habiller comme le blanc, je vais vivre comme le blanc. Jusqu'à ce que, quand on fait des réformes, il y a quelqu'un qui va dire, non, les blancs ne vont pas accepter cela. S'il y a un problème, moi je cours vers les blancs. Si je suis chômeur, je sais que le blanc va me sauver. Ça, c'est un piège idéologique. Parce que c'est lui qui vous transforme psychologiquement. C'est de là où j'ai appris que l'homo-civilisation, finalement, c'était formater nos esprits pour y mettre autre chose. Alors, nous formater aujourd'hui devient un problème. Parce que celui-là qui vous a formaté est toujours là. Il veut que vous restiez comme ça pour que vous alliez demander l'aide. Demandez toujours. Vous allez vivre des pas de moi. N'allez pas exploiter les minéraux. Parce que, quand on a fait la réforme du code des miniers, j'ai vu des partenaires qui sont venus en me disant, non, vous devez faire ceci, ceci. Non, nous faisons ceci. Je sais que jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle le partage de la production, si le principe est gagnant-gagnant, personne ne comprendra. Les fonctionnaires seront corrompus en disant, principe est gagnant-gagnant, c'est ceci, ceci. Non, il n'y a pas passé par le chemin. Principe est gagnant-gagnant, qu'est-ce que vous avez apporté dans notre projet? Quel pourcentage? Si nous avons un minerai, par exemple, le minerai, le nickel de Musongati, a une valeur de 208 milliards de dollars. Vous amenez 2 milliards et demi de dollars comme fonds d'exploitation. Moi, j'ai amené 208 milliards. L'État a amené 208 milliards parce que les minerais coûtent 208 milliards. Alors, vous amenez 2 milliards et demi. Alors, vous allez réaliser vos bénéfices. Vous avez apporté la technologie. Alors, on va payer les intérêts de ce capital. On va payer la technologie. Ça va alors prendre combien? Comme ça, on calcule les pourcentages. Si on va associer, on partage la production. Gagnant-gagnant. Mais ce qui était habitude de corrompre, ils vont corrompre les fonctionnaires, mais malheureusement,
Le problème qu'ils ont, c'est que ça sera adopté par le Conseil des ministres. Même si les fonctionnaires vont être corrompus, je ne serai pas corrompu, ça va venir au Conseil des ministres. Donc, il ne faut pas perdre du temps. Parce que maintenant, les permis sont octroyés par décret. Comment ils vont me corrompre? Mais c'est pour cela que les gens ne sont pas fiers de cette réforme du secteur minier. Toujours, nous tournons sur ce point. Vraiment, chers intellectuels, chers universitaires, chers cadres, changeons aujourd'hui. Changeons aujourd'hui. Ne dites plus, nous allons en Europe. Ils ont les mêmes chasses que nous. Ils sont intellectuels, nous sommes intellectuels. Ils ont les ressources naturelles, nous avons les ressources naturelles. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'hiver, il y a les neiges. Mais chez nous, vous voyez, le climat, c'est toujours comme ça. C'est ce que nous avons de plus. Oui. Vous allez voir les présidents qui ont parlé comme moi. Ils ont été persécutés. Vous pensez que si aujourd'hui, au monde des intellectuels, on dit, même les entrepreneurs, les opérateurs économiques, ils disent qu'ils ne reviennent plus en 2027. C'est parce que je fais mal pour eux. C'est parce que je suis en train d'opérer des réformes. Parce qu'ils ne voudraient pas que ça change. Si je parle de la digitalisation, c'est pour pousser à ces fonctionnaires à travailler. Ils ne veulent pas. Mais nous devons les pousser à travailler. Nous devons les pousser. C'est pour cela que j'ai voulu créer une nouvelle génération. Une nouvelle génération, c'est cette jeunesse. Je crois qu'avec cette jeunesse, nous allons réformer notre société. Si les jeunes aujourd'hui acceptent de travailler à la main pour extraire les minéraux à la main, je leur dis, vous êtes une machine. Par ce que vous avez fait, nous allons acheter des machines. Et ils acceptent. Quels sont fonctionnaires? Avant, quand on était en 7e secondaire, il faut s'habiller de longues marches. Les parents allaient travailler dans les champs, vous restez au lit. Parce que vous avez évolué. Alors, quelle serait la production de notre génération si nous étions comme ça? Longue marche toujours. Moi, je suis évolué à Bassilimou. On a évolué comme ça. Aujourd'hui, vous voulez récolter de quoi chez nous, cette génération? Il faut créer une nouvelle génération. Il faut créer cette nouvelle génération. Et comme ça, on pourra évoluer ensemble. Alors, les adultes, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Samuel est là. Samuel. Non, le DG de BBN. Il est là. Lui, il m'a critiqué un jour. J'étais avec les jeunes. C'est un professeur d'université. Il avait accompagné les jeunes ingénieurs miniers et géologues. Désiré était là. Il a dit, ces jeunes à qui vous faites confiance ne savent même pas ce qu'est l'argent. Ils vont être corrompus par $100 seulement. Moi, j'ai dit, vous avez été ministre. Qu'est-ce que vous pouvez vous vanter? Vous, adulte, en tant qu'adulte, vous avez été ministre des mines. Vous pouvez vous vanter de quoi? Acceptez les autres travailleurs s'ils veulent travailler. Aujourd'hui, Nibantou Gagna, heureusement, lui, il a compris de devenir comme jeune. Parce que les autres disent, si vous travaillez bien, c'est-à-dire vous voulez montrer que les autres n'ont pas travaillé. Il y en a qui le disent comme ça. Vous voulez montrer que vos prédécesseurs n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il faut accepter que l'autre fasse l'autre chose. Et puis on va en montant. Si on veut rester sur le statu quo, la jalousie. Moi, je suis content que les simples citoyens ont compris. Vous avez vu pendant les élections. Pourquoi ils ont voté pour un seul programme? C'est qu'ils ont compris la vision. Ils disent, maintenant, nous votons pour le programme et non pour tel ou tel parti. Non, il n'y a plus de Hutu et de Tutsi maintenant. Je suis content. Maintenant, tu ne peux pas te vanter, je suis Hutu, je suis Tutsi. Non, montrez ce que vous valez.